Bonjour à tous. Alors, on va commencer le Face aux auteurs avec Sophie Rachel Attal, qui est mon amie depuis très longtemps, que j'ai connue, je ne peux pas le cacher, depuis qu'on a à peu près 14 ans. Oui, mais enfin, c'est pas la peine de dire il y a combien de jeunes, de toutes les manières. Nous, on a 40 et quelques, non ? Voilà. Donc, Sophie, tu vis en Israël, à Tel Aviv. Oui. Elle est là pour notre plus grand bonheur. Spécialement pour vous. C'est très gentil à toi. Voilà le livre qui s'appelle, son dernier livre, parce que tu en as déjà écrit un. Oui, c'est le 3e. Il y a quelques années. Et là, ça s'appelle Palace en terre promise. Mais sur le groupe, vous en avez sans doute entendu beaucoup parler, parce que j'ai pas mal posté. Voilà. Donc Sophie, toi, ton parcours est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Parce que tu es quelqu'un, je t'ai connue dans les années lycée, etc. Et tu as fait des études. Et puis tu es devenue pharmacienne. Alors raconte-toi un peu. C'est peut-être un accident de la vie. Non, je plaisante. C'est pas un accident de la vie, c'est mon père qui m'a demandé de faire ça. Et qui m'a pas demandé, qui m'a imposé. Parce que dans les années 70, on n'avait pas le droit de faire ce qu'on voulait. Enfin, moi, dans mon éducation, c'était pas comme ça. Je voulais faire droit. Et mon père, il m'a dit, avocate, c'est pas un métier pour femmes, c'est un métier pour hommes. Oui. Et je sais pas, c'était une idée préconçue qu'il avait. Je sais pas si c'était une bonne idée ou pas une mauvaise, j'en sais rien. Et il a pas voulu. Il m'a dit, tu feras pharmacie. Je lui ai dit, mais j'aime pas du tout ces études. Et t'as eu de la chance. Moi, il m'a dit esthéticienne. Donc, j'ai dû faire une école privée d'esthétique, tu vois. Moi qui me maquille jamais. Ah oui, alors ça, c'est pas mal. Ouais, non, alors voilà, je suis arrivée à la pharmacie comme ça. Et finalement, c'est pas déplaisant. Les études étaient déplaisantes, mais le métier n'était pas déplaisant parce que je parlais beaucoup avec les clients derrière mon comptoir. Je n'étais pas installée pas très loin d'ailleurs, dans le 17e. Et c'était de la psychologie de comptoir, ça m'a plu. Oui, bien sûr. En fait, la pharmacie, c'est du commerce, hein, en fait. Un peu. C'est du commerce. Bon, il faut avoir des connaissances, certes. Ouais, un peu. Mais c'est du relationnel aussi. On les utilise pas beaucoup de gens. Oui, beaucoup de relationnel et beaucoup de contact humain. Et finalement, j'aime le contact humain. Bah oui. Alors donc, tu as décidé de partir en Israël, de quitter la France. C'était en 2005. C'est ce que j'ai pu lire dans le livre. Et raconte-nous cette aventure. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Tu peux t'exprimer, il n'y a pas de problème. Je peux m'exprimer, écoute, librement. Librement. On est très libre sur Face aux auteurs. Il n'y a pas de problème. C'est sympathique, c'est pour ça que je suis là. Parce que, on est respectueux de tout le monde, donc il n'y a pas de raison, aussi, on a le droit de parler. Moi aussi, mais c'est vrai qu'à un moment donné de ma vie, je me suis aperçue que je n'avais pas envie que mes enfants vivent dans un pays qui n'était pas celui auquel j'aspirais depuis ma plus tendre enfance, puisque j'avais été élevée au biberon, au sionisme, comme on dit, ça veut dire à l'idée que les Juifs doivent retourner sur leur terre et ça m'a poursuivie. J'ai élevé mes enfants dans cet état d'esprit et tout d'un coup j'ai senti quand même que le milieu devenait un peu plus hostile. On est quand même en Europe. Déjà en 2005 ? Oui, déjà en 2005, malheureusement. Et bon, écoute, moi je suis née 25 ans après la guerre, c'est pas beaucoup, hein, un demi-siècle. On a dit on parle pas d'âge. Non, on parle pas d'âge, t'as raison. Je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre une date. Mais voilà, quand j'ai vu que l'ambiance commençait à tourner, j'ai dit non, on va pas recommencer. Est-ce que c'était par rapport aussi à ta pratique religieuse ou bien pas spécialement, vous étiez traditionnaliste ? On était traditionnaliste, disons que oui, j'avais un petit peu augmenté ma pratique religieuse avant de partir. C'était plus facile d'être en Israël pour moi pour pratiquer ma religion. Mais encore, comme je vois ici, ça se fait encore très librement en France. C'était vraiment pas ça le sujet, c'était l'idée de participer à la construction du pays d'une façon ou d'une autre, alors qu'il était déjà au développement, bien sûr, voilà, c'est ça. D'une façon ou d'une autre, être parmi les miens, j'ai envie de dire, c'est difficile à dire parce que je suis née à Paris, mais et on reste très amoureux de Paris. Et on est amoureux de Paris, et j'ai des traits parisiennes. Mais quelque part, j'avais une identité que j'avais envie de faire coller à ma vie de tous les jours. Et ici, c'était un peu compliqué. Un peu compliqué.
D'accord. Alors donc, tu as traversé ces années en Israël et alors c'est extraordinaire parce que je te suivais à peu près sur les réseaux et j'ai découvert que tu as monté une école de théâtre, donc tu es aussi comédienne, tu as donné des cours, tu as écrit des scénarios, tu as adapté ton livre sur scène, un de tes livres sur scène, et je trouve ça très riche. Comment ça se passe là-bas en Israël au niveau de l'art, etc., des pratiques? Justement, si j'étais restée en France, je serais restée jusqu'à 70 ans derrière mon comptoir. Ouais, tu serais restée pharmacienne, je pense. Dans le 17e, voilà. Hein. Ouais. Mais justement, le changement de pays, ça permet une ouverture d'esprit et puis de poser le pied sur le ballon et de se demander où on va shooter tout d'un coup. Ouais. Et au milieu de sa vie, je suis partie à 43 ans et je me suis dit, à un moment donné de ma vie, est-ce que je veux continuer à faire ça jusqu'à ma retraite ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Et j'avais comme passion le théâtre. Et ça a été comme pour moi une évidence de rentrer dans le théâtre là-bas et de pas du tout pratiquer la pharmacie. Alors, ce livre parle d'un palace qui se trouve à Tel Aviv, qui est en fait une maison de retraite. Que je trouve sublime. D'ailleurs, j'ai posté des photos sur le groupe. Ah oui, j'étais épatée que tu les trouves. Ah oui, parce que j'étais très curieuse. Secret, tu es. Ah non, mais je suis curieuse parce que tu donnes un titre de maison de retraite, etc. Je voulais voir un peu la tête que ça avait, puisque ayant vécu moi-même à Tel Aviv, je connaissais pas du tout ce palace. Et il est très bien fait, c'est très très joli. Hein. J'ai envie de dire que c'est une résidence pour seniors, c'est plus qu'une maison de retraite. Hein. Mais il y a un spa à l'intérieur. Il y a un spa. Mais je trouve ça génial. C'est comme ça que j'ai connu. Le spa, c'est la salle de sport, la piscine, le jacuzzi, tout ça, ça s'appelle un spa, oui. Mais c'est de luxe, c'est beau. Ah oui, c'est très beau, c'est très luxueux. Moi, je pense que on rêverait tous de finir notre vie là-bas. Je vois que des avantages à vivre dans cet endroit. C'est vrai. Donc, comment tu t'es retrouvée à donner des cours? Parce que tu donnes des cours à des élèves, des cours de français, à des élèves au sein de ce palace, alors qu'il y a des personnes âgées. Donc, tu donnes des cours. Alors, explique-nous un peu. Parce que c'est le hasard, mais il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Bon, alors Mazal, les Israéliens. Voilà, c'est comme ça qu'on dit là-bas. Il n'y a pas de hasard. Ça faisait 8 ans que je prenais des cours de gym dans cette maison de seniors. Et j'avais le droit, puisque j'avais atteint un âge certain. Et à partir d'un certain âge, même à l'extérieur, si on est à l'extérieur de cette maison, on a le droit de participer et de rentrer dans le spa. Et puis au bout de 8 ans, j'ai commencé à bien être en contact avec les gens sur place et à faire, comme on dirait, du copinage. Oui. Hein. Et une des habitantes m'a dit, on est beaucoup à parler ou à avoir parlé un peu le français dans notre vie en Roumanie, parce qu'ils viennent de tous les pays du monde, ces gens-là. On va en parler. C'est magnifique. Et on a envie de reprendre le français. C'est beau. Il faut vous dire que la langue française est une langue. C'est une très belle langue. Elle est très appréciée à l'étranger. Enfin, en tout cas, là-bas. Mais il y a beaucoup de Français maintenant. Ils sont combien les Français en Israël? Tu sais pas, t'as pas 200 000 à peu près. 230 000. À peu près, oui, 230 000. D'accord, ça fait quand même une belle communauté. Enfin, mais eux ne sont pas du tout français. À part ça c'est ce que Lionel, on en parlera. Yves Stoléry. On va en parler. Voilà. À part un seul qui était dans mon cours, il n'y avait pas de Français. Ce sont des anciens Européens ou des Israéliens de souche, mais qui ont étudié à l'Alliance au lycée. D'accord. Et là, ils ont étudié le français. C'était une langue vivante qu'on apprenait dans les lycées là-bas aussi. Hein. Et à ce moment-là, ils sont tombés amoureux du français, comme nous, on adore l'italien, par exemple. Ouais, par exemple. Voilà. Bon, alors, langue sexy. En fait, Israël, c'est le pays des destinées. Et là, dans ce livre, donc, Palace en terre promise, tu nous révèles à travers des personnages, j'ai noté leurs noms parce que je veux les citer quand même. Tu as raison, parce que moi je les adore. J'ai envie de dire, c'est mon big bazar à moi. Ouais, je trouve qu'elles méritent. Elles méritent parce que elles auraient tellement voulu être là. Eh ben, elles me disent à Paris, près de l'Étoile, mais on va parler de nous, c'est formidable. Elles sont mignonnes. Ils sont mignons, parce qu'il y a 2 hommes dans mon cours. Voilà. Ils sont mignons, ils méritent, parce qu'ils ont eu des vies incroyables. Moi je crois. Alors, il y a une dame qui s'appelle Rachel Native, née Schafferman, qui est roumaine. Il y en a une autre qui s'appelle Rivka Kalamanovic, elle est colombienne. Il y a Nina Avidor-Weimer, qui est égyptienne. Il y a Yves Stoléry, qui est né à Nantes.
il y a Bella Katz qui est de Bulgarie, Anna Aboulafia Ronen qui est d'Israël. Depuis 14 générations et qui était dans le Mossad, quand même. Ouais. Shoshana Bartov, voilà, qui est d'Israël aussi, mais d'origine hongroise. Il y a Dalia Barbout-Brizan, qui est israélienne. Et puis, j'en ai noté d'autres. Je tiens absolument à donner leur nom, c'est très important. Très bien, formidable. Janice Weissman, qui est de Roumanie. Zahava Volman, qui est d'Ouzbékistan. Gozal Ben Chaim, qui est Israël, mais qui est d'origine polonaise. Voilà. Et quand tu fais cette énumération, Lydie, je suis émue. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que tu me fais une liste de juifs, comme on en fait dans les commémorations. C'est la mémoire. C'est la mémoire. Elles sont notre mémoire. Et cette liste avec ces noms tellement marqués comme ça par l'histoire, ça m'émeut beaucoup. Et de toutes les manières, quand elles m'ont raconté du jour de la mémoire, je leur ai posé la question de racontez-moi un peu vos vies, et c'est là que j'ai décidé d'écrire le livre. J'ai été émue au possible parce que j'avais la mémoire du moi, à chaque page de ce moi. Livre, j'ai été émue. Ouais. Elles ont des destins invraisemblables, elles ont une dignité incroyable, un courage qui est celle du lion. Elles ont passé des périodes. Et surtout, elles ont, comment dire, elles sont d'une tolérance qui est rare. Alors, j'ai adoré parce que on traverse à travers les petites chroniques de chaque personnalité. On traverse leur vie qui est bien sûr en raccourci, mais où c'est tellement dense que finalement on a eu l'impression pour chacune d'entre elles de lire un livre entier, parce que tu as très bien écrit, tu as très bien relaté, mais tu l'as fait, pourquoi j'ai trouvé cette traversée vraiment très 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 jolie, c'est que tu l'as fait avec, je suis très émue. Hein. Eh ben, écoute, ça me touche que tu... Un peu d'eau. Ça me touche que tu sois émue parce que c'est vraiment ça ce que je voulais faire passer. C'est que nous, on n'est pas un peuple comme les autres et que quelque part, dans tous les coins du monde, on a un point, on a été dispersés, mais on a des points communs qui nous rallient. Donc, et ce pays en est la preuve. Et ce livre nous ramène à tous les événements que le peuple juif a traversés. Mais c'est pire encore, enfin ce que je voulais dire aussi, c'est que tu l'as traversé avec beaucoup de subtilité, beaucoup de richesse, on y trouve beaucoup de richesse, mais ce qu'il y a aussi c'est ta pudeur, je trouve que... Excusez-moi, moi je suis très sensible, alors donc c'est horrible, ça peut m'arriver, hein, je suis désolée. Alors voilà, écoute, tu l'as fait avec beaucoup de générosité, beaucoup de pudeur, c'est très clair, c'est fluide, c'est une écriture très intelligente, parce que tu ne t'immisces pas du tout dans leurs propos, tu ne les contredis pas quand elles ont des opinions politiques qui divergent de peut-être tes pensées ou de tes accointances avec certains trucs. Et puis c'est surtout que ce livre existe avec le 7 octobre. Ouais, alors justement. Et je voudrais que tu m'en parles. Mais justement, j'ai écrit ce livre. Le 7 octobre était déjà un épisode très douloureux, mais qui était passé. Et on était en pleine guerre. J'ai interrogé au bout d'un an de guerre, j'ai interrogé ces vétérans, comme j'aime les appeler les valeureux. Moi, je les appelle les valeureux d'Albert Cohen, parce que vraiment, ils me font complètement. Je les ai interviewés au bout d'un an de guerre. On était dans un état, il faut vous dire, que quand même le 7 octobre a été un choc terrible pour nous en Israël, parce que pour une fois, on sentait qu'on était vulnérables. On était vulnérables, mais pas seulement, on était discutés. Est-ce que on allait C'est ça, il y a eu un massacre, et malgré ce massacre odieux, il y a eu discussion, il y avait il y avait un doute sur le fait que la terre d'Israël allait continuer à exister et c'est le micro, hein, moi je joue avec appartenir à notre peuple.
peuple, où nous allions pouvoir rester sur notre territoire, et en plus, est-ce qu'on allait être en sécurité encore longtemps et protégés. Et je peux vous dire que ces valeureux m'ont quand même avoué que cette période, elle a été une des plus douloureuses de leur vie. Alors qu'elles ont traversé la Shoah, quoi. La Shoah, évidemment, que certaines ont changé de pays 1000 fois, et puis cachées dans des bateaux, dans des couffins, parce que interdites aux enfants. Donc elles ont été transportées en Israël en bateau, cachées dans des paniers. Bien sûr. Vous imaginez un enfant de 2 ans qui est empêché de pleurer, de crier, étouffé dans un berceau. Pour passer. En parlant, c'est la première. Hein, oui, absolument. Donc après tout ça, elles m'ont dit, et je le vivais avec elles. Cette période du 7 octobre, c'est la plus douloureuse qu'elles ont vécue de leur vie. Pourquoi ? Parce que pour une fois, on était branlant sur notre pays, on était plus stable, on perdait toute notre stabilité, notre assurance, parce qu'on pensait que l'armée, la police pouvaient nous protéger dans notre territoire. Et tout le monde a été pris par surprise. Et en Israël, c'est tellement ça a été terrible. surprenant. Donc, au bout d'un an, les otages n'étant pas revenus, c'était extrêmement lourd. Très dur. Et on en sort à peine, on va peut-être y re-rentrer, mais on a vécu quelques années très, très difficiles en Israël. Non, j'espère des pas plus grands ou plus petits, hein. Parce que les bébés qui sont dans les miklates, enfin je sais plus comment on dit, les refuges, la nuit, les abris, dans les parkings, qu'on réveille au milieu de la nuit, plusieurs fois. C'est très très difficile ce qu'on vit. Et ces personnes âgées, j'ai beaucoup de respect pour elles parce que elles ont passé ça avec quand même, pareil, une résilience, une dignité. Ce sont de grandes dames, vraiment. Des grands hommes et grandes dames. Vraiment. Et elles ont participé. Ce sont les pionniers de l'État. Bah, complètement, et c'est merveilleux. Franchement, moi, ce qui est très agréable, c'est que tes chroniques sont courtes, mais très riches. Et donc, moi, comme je dis, ce livre aurait pu faire 1000 pages. Mais en fait, ce qui est très bien, c'est qu'on s'enrichit avec 2-3 pages sur chacune. J'ai pas voulu faire trop long pour pas ennuyer le public. Bah, t'as très bien fait. D'ailleurs, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, on est très informés. Ça manque pas d'informations. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très bien écrit. C'est succinct, mais très complet. Oui, voilà. C'est assez dense. Et j'ai bien aimé parce que tu as introduit tes textes par des questions existentielles auxquelles nul ne peut répondre. Alors, tu dis, par exemple, pourquoi avons-nous été amenés à exister ? Alors, ça s'adresse à tout un chacun, sauf que là, précisément, tu portes cette question sur le peuple juif, parce que en vérité, c'est vrai qu'on a une existence qui est difficile. J'ai envie de dire que c'était plus personnel quand je posais cette question. On ne sait pas pourquoi on est là, voilà. À un moment donné, je me suis posé la question, pourquoi je suis là ? Et peut-être que j'ai pensé, parce que j'entends des cours sur ça, la mission de tout un chacun. Et peut-être que ce livre, ça fait partie de ma mission de raconter leur vie à ces merveilleuses personnes, parce qu'ils ils le valent bien, et qu'on se doit de transmettre la mémoire. Transmettre. Et ils ont eu des vies tellement riches et tellement avec des passages douloureux, que je me suis dit, il faut que on fréquente beaucoup de personnes âgées, mais personne ne les interroge. C'est ça qui est dingue. Alors que avec eux, une génération, tout un siècle, incroyable. Tout un siècle va s'éteindre. Mais oui, c'est le XXe siècle. Ils ont vécu pratiquement en totalité. Mais ce XXe siècle qu'on a vécu, nous aussi, mais une partie, mais eux, c'est depuis le début du XXe siècle. Et avec tout ce qui s'est passé dans leurs différents pays, moi, ça m'a... D'ailleurs, quand je l'écrivais, je disais à mon mari, écoute, moi, je suis passionnée par ce que j'écris. Mais c'est passionnant. J'espère que le public sera au rendez-vous. C'est vraiment passionnant. Je ne suis pas ennuyée une demi-seconde. Au contraire, je l'ai mangé, ce livre. Vraiment, je l'ai trouvé sublime. C'est gentil. Voilà. Écoute, donc, aujourd'hui, Israël est dans une situation très délicate, bien sûr, avec la guerre en Iran. Et tu te trouves en face de ces personnes par rapport à une situation politique, et je les trouve extraordinaires parce qu'elles sont de gauche,
Ah oui, à 100%. Très tolérante. Pour la paix, Archav, ça veut dire la paix maintenant. Et mais alors, elles ont été ébranlées. Ouais, elles ont été ébranlées. Sûr. Comme toute la population de gauche en Israël a été ébranlée, puisque le 7 octobre a touché des gens qui fêtaient ce jour-là la paix. Ouais, danser absolument. ensemble. C'était ça le 7 octobre. C'était une rêve party, mais était, on va tous danser ensemble. Et c'est pour ça que ça s'est passé à la frontière. Mais oui, près pour tous les kibbutz qui sont près de C'était symbolique pour les Gaza. appeler à danser avec nous. Et regarde ce que c'est devenu. Donc un carnage. Un carnage. Donc ça les a ébranlés. Mais nous, comme nous, on a été ébranlés. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. On a été ébranlés. Bouleversés. Bouleversés, mais ébranlés. Ça veut dire on n'était plus... secoués. On n'était plus sûr de rien. Et on savait plus si on était protégé dans notre pays ou pas. On savait plus si on était protégé. Alors, elles en disent quoi? Enfin, moi, j'ai lu, donc elles en parlent. Mais ce que j'ai trouvé très charmant, c'est... Tu ne les as pas brusquées. Tu as été respectueuse de leur... c'est parce que d'abord j'ai eu un grand respect des personnes âgées. Je trouve que je ne me permets pas de les contrer, même s'ils n'ont pas les mêmes idées. Mais dans une tension du pays, comme ça, où on a envie de s'exprimer, où on est prêt, je t'ai trouvé très retenue. Il y a des choses qui me choquent, mais il y a des choses qui me choquent, mais je me dis, on est le même peuple. Oui. On est liés par quelque chose, et on fait les mêmes, entre guillemets, les mêmes prières. On a le même Dieu, on est du même sang. Et c'est pas vrai. Même si, par exemple, elles sont ou de gauche et moi je ne le suis pas, bon, c'est pas grave. Nobody's perfect. Non. Ou elles sont laïques et je ne le suis pas. Quand j'ai creusé un peu leur vie, elles ont... T'es pas laïque. Non, pas tout à fait. Et elles sont toutes héritières d'une famille, justement, qui était dans la Torah. Ah, oui, d'accord. Oui, c'est vrai. On voit Abou Lafia, Hana, qui était au Mossad. Parle-nous de Hana. Ah, Hana, c'est une merveilleuse femme. J'aurais voulu la prendre dans ma valise avec moi pour vous la présenter. Une petite femme menue, frêle, souriante, qui a quand même vécu en Iran pendant des dizaines d'années avec son mari, ses enfants, qui a accouché en Iran et qui n'a parlé qu'arabe iranien pendant ces 10 ans parce que elle était au Mossad et elle était pour le Mossad. Elle était en mission avec son mari qui était aussi un dirigeant et important. C'est elle qui a appris au chef du Mossad, c'est elle qui a annoncé au chef du Mossad, parce que c'était elle qui parlait le morse, qui comprenait le morse, la mort d'Eli Cohen. Donc je sais pas si tu vois. Et ben voilà, elle a vécu en Éthiopie, en Iran, avec sa famille, en cachant le fait qu'elle était juive israélienne. Tout ça pour le bien du pays. Voilà. Et c'est pareil, on va avoir Gozal qui est à l'origine du goutte à goutte en Israël, qui a fait des études poussées dans l'agriculture, et ce goutte à goutte, on l'exporte dans tous les pays maintenant. C'est la richesse de notre pays. Bien sûr, l'irrigation, c'est très important. la création de plantes. Elle a créé des plantes qui n'ont pas besoin d'eau, parce qu'on n'avait pas d'eau au départ bien sûr. dans ce pays. Je vous parle pas de Nina Weizmann. Weizmann, Weiner, pardon, le prix d'Israël il y a 2 ans, parce qu'elle a créé une association pour créer des bourses pour les étudiants qui venaient Elle est née en 1924, voilà. Donc c'est tout en son honneur. Tous dans ces âges-là. Je trouve ça extraordinaire. Elle est passée par le Brésil, les États-Unis, la Suisse, Israël, et avec ce parcours tout en étant psychologue, elle a créé un système de bourses pour les étudiants qui n'avaient pas d'argent, pour pas que les étudiants venus des pays noirs africains soient diminués par ceux qui venaient de l'Europe centrale et qui étaient d'un niveau supérieur intellectuellement parlant, c'est vrai. Et donc voilà, grâce à elle, il y a des ministres maintenant qui ont fait des études, et voilà. Je trouve ça très très beau. Allez-y, merci. Avec grand plaisir. Alors, il faut le régler. Ben voilà. Voilà. Si vous voulez. Merci, on est en plein interview, mais bon, c'est pas grave, ça a du succès, c'est bien, je suis contente. C'est improvisé. Voilà, donc je pense qu'on en a dit, on a fait un peu le tour. Si tu as d'autres choses à... Ah non, j'oublie un truc très très important. Quoi ?
elle écrit des poèmes. Donc à la fin du livre, il y a des poèmes que tu as commencé d'ailleurs à écrire en octobre 2023, le 7 octobre, le 8 octobre, parce que quand j'ai une grosse émotion, j'ai besoin de libérer mon émotion et ça sort sous forme poétique. Alors ça, ne me demande pas pourquoi, ça vient comme ça. D'accord, tu vas nous en lire un, comme ça nous aussi, on va pouvoir dégager les émotions qu'on a eues pendant l'entretien. Et je vous prie de m'excuser, je suis très sensible. Donc, on a oublié que tu vas lire le poème. Tu as craqué. Oui. Lequel poème tu veux? Alors, du mois d'octobre au début. Du tout début d'octobre. Le 8 octobre? Ouais, vas-y. Le 10, ça... Donc, poème, non, ça y est. Donc, le premier, c'est le 10 octobre. Je ne pourrai pas dormir, j'ai juste envie de vomir. On a atteint le pire. On croyait pouvoir dire, dans notre pays, on ne peut pas sévir. On n'a pas peur, on ne peut que nous bénir. C'était sans compter avec ses sbires. Merci Sophie, je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain Face aux auteurs. Merci Sophie. Merci à toi.